Bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Vincent. Est-ce que tu nous entends bien, Vincent? Je ne t'entends pas. Oui, je te disais bonjour Franck, je t'entends très bien. Ah, super. Ben, écoute, bienvenue à toi. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation d'Orlov aujourd'hui pour travailler avec nous sur ce webinaire qui est consacré au projet professionnel comme étant un élément essentiel sur Parcoursup. Déjà, bienvenue à toutes et à tous et merci pour votre fidélité. Vous êtes nombreux à rejoindre régulièrement nos webinaires. Et on espère avec Vincent, à l'aube de l'ouverture de Parcoursup et des vœux, pouvoir vous convaincre que vous devez fomenter très rapidement un projet professionnel solide, quitte naturellement à changer d'avis dans 3 ans, hein, personne ne vous en voudra. Mais l'idée, c'est qu'on puisse aujourd'hui être capable d'avoir un projet qui nous guide, qui nous stimule dans nos recherches et qui euh, permettent d'avancer. Alors, on me dit qu'on n'entend rien, mais toi, tu m'entends bien, Vincent, pour l'instant. Oui, je t'entends très bien, ouais. Ok, bon, bah, je laisse peut-être un modérateur d'Orlum essayer d'expliquer aux parents ce qui ne va pas. Bon, déjà, vous êtes nombreux, vous êtes déjà plus de 100 participants, donc encore une fois, merci de votre confiance. Alors, bah, je te présente rapidement, Vincent, ça fait déjà plus de 10 ans qu'on travaille ensemble à Orlum. J'ai eu le plaisir de travailler avec toi sur beaucoup de sujets. Tu es un spécialiste, tu es le spécialiste en France de la synthèse pour les concours des grandes écoles, mais aussi pour la culture générale. Tu as écrit plusieurs ouvrages dans différentes éditions, dans différentes maisons d'édition, et particulièrement avec Sudirama, où tu as pu éditer beaucoup d'ouvrages sur des sujets très variés, sur la synthèse, sur les concours Sésame, les concours Access, les concours d'ingénieurs. Et plus récemment, tu as mis à jour 2 guides, qui sont les guides de Parcoursup pour les filières commerce et management et pour les filières études post-bac ingénieurs. Alors, la première Exactement. question que je voulais te poser, Vincent, c'est qu'est-ce qui fait que, quelque part, aujourd'hui, le projet professionnel constitue peut-être l'élément moteur de toute réflexion sur Parcoursup? Alors, je pense que le projet professionnel, il est déterminant parce qu'il est l'issue, il est la raison principale des études. C'est-à-dire qu'il faut essayer de trouver le chaînon manquant entre le projet professionnel et donc le projet, on va dire, académique. Et donc, c'est bien intéressant si tout vient bien s'emboîter correctement entre à la fois la personnalité, les centres d'intérêt, on va dire aussi les centres d'intérêt, on va dire, associatifs, culturels, etc. Plus donc le parcours académique qui va s'inscrire et qui va s'emboîter en vue d'un projet académique et en vue peut-être Absolument. de plusieurs projets professionnels d'ailleurs. On peut ouvrir plusieurs Absolument. fenêtres. Bah là, c'est exactement ce que je suis. Bon, je suis content qu'on partage enfin, la même idée. Je pense que ce qu'il faut que vous reteniez tous, pour ceux qui nous écoutez ce soir, c'est que n'oubliez jamais, s'il vous plaît, que vos études ne sont jamais une fin en soi. Et comme le dit très justement Vincent, Il n'y a c'est-à-dire qu'en pas. fait, vous êtes là aujourd'hui en tant que terminal, en tant que même que vous êtes déjà le bac, hein, que vous retentez votre chance pour cette année, et vous voulez aller là, et que vos études, votre formation se trouve au milieu, et n'est pas une fin, mais un moyen. Ça veut dire qu'en fait, vos études, que ce soit un BTS, un BUT, des études de médecine, des études d'ingénierie, de commerce, de droit, ne sont qu'un moyen pour atteindre un objectif. Et quand vous comprenez ça, tout devient clair parce que l'idée, c'est que malheureusement sur Parcoursup, le premier écueil que nous confient les recruteurs des universités, des prépas HEC, des maths sup, des BTS ou des UT, c'est que souvent on a l'impression que les étudiants doivent motiver exclusivement leur intérêt pour la formation à laquelle ils postulent, en oubliant la finalité pour laquelle ils choisissent tel ou tel type de formation. Et donc l'idée, c'est qu'on va avoir un raisonnement qu'on appelle pour le coup un raisonnement inductif. Le raisonnement inductif, c'est l'inverse de déductif. Hein, donc, ceux qui nous écoutent, qui sont terminales, vous savez qu'on a un raisonnement, on fait petit 1, petit 2, petit 3, conclusion, je déduis ça. Là, on va le faire à l'envers, c'est qu'on part de la fin du raisonnement. La fin du raisonnement, c'est que dans un monde idéal, j'aimerais faire carrière en tant que magistrat, en tant qu'avocat, en tant que gestionnaire de fonds, en tant que responsable de marketing digital, en tant que futur ingénieur dans les BTP. Et pour y arriver,
j'ai identifié précisément votre formation qui me paraît être le meilleur tremplin, la meilleure passerelle pour atteindre mon objectif. Maintenant, la question que je te pose forcément, Vincent, toi qui as l'habitude d'accompagner beaucoup d'élèves sur Parcoursup ou même aux entretiens de motivation de différents concours très, très exigeants, qu'est-ce qui fait que les jeunes de terminale sont souvent démunis, sont souvent désarçonnés quand on leur dit de se positionner sur un projet professionnel? Je pense que déjà, on va dire le premier la première des difficultés, c'est la connaissance de tout le champ des possibles. C'est-à-dire que je pense que c'est les éléments de langage qu'on donne justement sur les salons. Je pense qu'il faut tout envisager en termes on va dire, de formation et petit à petit éliminer justement les formations pour lesquelles on ne semble pas disposer. Mais d'ores et déjà, je pense que sur un salon, par exemple, il faut visiter absolument tous les stands et envisager toutes les possibilités, licence universitaire, BTS, BUT, etc. Et d'autant plus, ça permettra d'alimenter justement ce projet professionnel. Et je pense que au début, tu as parlé justement de raisonnement inductif ou déductif, il faut tout envisager pour mieux éliminer. Je pense qu'il vaut Oui, mais mieux la question qui absolument se le faire. pose en vérité, c'est que c'est une question que nous pose d'ailleurs Céline ce soir, c'est pourquoi quand on exhorte les étudiants à nous dire quel est ton projet pro, on sent une forme de bah attends, t'es gentil, j'ai 17 ans, j'ai 18 ans, j'en sais rien. C'est Je angoissant. suis... Oui, il y a un côté anxiogène, mais bon, moi je te donne mon avis sur le sujet, tu me diras ce que tu en penses toi. Moi, ce que je crois, c'est qu'il y a une espèce de d'appréhension. Bon, c'est un peu psychologique, c'est une psychologie un peu de comptoir, mais ça a du sens quand même. C'est qu'on a l'impression quelque part qu'en énonçant un projet professionnel, on s'engage quelque part, on signe. On a l'impression que quelque Exactement. part, on scelle quelque chose à un âge, on n'a pas envie de sceller. C'est un âge, on a envie de découvrir, de profiter, de se faire de nouveaux amis, de nouvelles connaissances, de nouvelles expériences. Et tout d'un coup, on dit, hey, choisis un projet maintenant. Et c'est un âge où c'est pas simple. Et donc, je crois que quelque part, la gageure qui nous attend ce soir, c'est de se dire qu'on n'est pas là pour, encore une fois, écrire son testament. On n'est pas en train de... Non, mais je veux dire, on n'est pas en train de signer quelque chose devant un notaire, là. Je veux dire, à un moment donné, on demande juste de prendre position. Et cette position qu'il faut prendre, quelque part, c'est pas une position qui va vous engager indéfiniment, mais c'est une position qui, d'ailleurs, tout en retenue, parce qu'on n'est pas en train de dire que dans son projet de formation motivée, je vous dirai un petit peu après ce que c'est tout ça, Vincent, le projet de formation motivée, mais dans le projet de formation motivée, il n'est pas question de dire, ça y est, je suis sûr de moi, c'est sûr et certain que je vais être juge, que je vais faire de la biotechnologie dans le cadre d'une grande entreprise pharmaceutique. On n'est pas en train de dire qu'on va dire toujours de façon sûre et certaine, je veux travailler en tant que chef de produit marketing chez L'Oréal. Non, on va être en retenue. On va dire, j'ai pour projet notamment de travailler dans ci ou dans ça, en tant que de faire du marketing, de la communication, de la vente dans une grande multinationale des cosmétiques ou de l'agroalimentaire ou pourquoi pas dans l'automobile. On ne demande pas non plus d'être dans un espèce de micro-poste parfaitement identifié. Il faut simplement montrer qu'on s'est projeté et qu'on s'est projeté d'ailleurs pour une raison qui est très simple. C'est que n'oublions pas que dans beaucoup de formations où vous allez postuler, il est question de trouver son stage très rapidement. Je parle par exemple des écoles de commerce ou d'ingénieurs post-bac ou de Sciences Po. Il est question de faire des stages dès la fin de la première année. Or, ce stage-là ne doit pas être une espèce de roulette. Tout d'un coup, je me dis, bah, tiens, ça va être, allez, Danone. Non, ça doit être réfléchi, motivé. Et l'idée, c'est qu'en fait, les formations que vous postulez vont être très sensibles à votre niveau de maturité pour avoir identifié précisément ce fameux projet. Mais encore une fois, qui est tout en retenue, qui est tout en discrétion. On n'est pas là pour dire c'est ça que je veux faire et rien d'autre. C'est je suis ouvert. Je, je pense que ça pourrait me plaire. Ça pourrait plaire. Naturellement, ça pourra changer. Et partez du principe, après je te laisserai la parole, Vincent, partez du principe que si vos yeux ne brillent pas aujourd'hui pour quelque chose, quelque part, posez-vous des vraies questions. Est-ce que vraiment c'est ce que vous voulez faire? Parce que si vous n'êtes pas capable d'identifier l'après prépa ECG, l'après prépa Matsup, l'après 5, 6, 7 ans de droit, l'après je ne sais quelle formation très exigeante, que quelque part, vous faites ça juste pour le fun
Vous faites ça parce que vous avez des facilités en maths. Mais avoir des facilités en maths, c'est pas vous offrir une perspective sérieuse d'employabilité à terme. Oui, Qu'est-ce que tu en complètement. penses? Oui, oui, complètement. Alors, je pense qu'une des premières méthodes pour éviter justement, en fait, on va dire, les angoisses, c'est vraiment de s'informer. Il faut vraiment s'informer, s'informer, s'informer. Vraiment, si on peut essayer déjà de comprendre l'acheminement. Alors, moi, je vous ai fait un petit planning, on verra pas grand-chose, mais en fait, moi, j'aime bien faire, tu as parlé de commencer à la fin et ensuite faire, tu as parlé de raisonnement inductif, moi, je parlerai de rétro-planning, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut se projeter sur les 5 ans à venir. Et moi, j'aime bien faire une sorte de petite frise rapide, semestrialisée, et puis voir tout comme je parlais tout à l'heure, du champ des possibles. Est-ce que je vais faire une licence? Est-ce que je vais faire un BUT en 3 ans? Est-ce que je fais un BTS en 2 ans? Est-ce que après je peux me raccrocher ensuite à un master universitaire? Est-ce que je fais un programme grande école? Déjà, essayer de débroussailler, on va dire, les 5 ans à venir, c'est déjà un grand plus. Et de faire plusieurs frises Bah, avec. en fait, c'est ça. En fait, ce que tu dis finalement, et tu commences déjà à aborder un des points, pour moi, qui est le deuxième point qu'on va aborder, bien sûr, sur quelque part, le fait qu'on est dans un pays qui est formidable aujourd'hui, hein, en France. Je ne sais pas si vous mesurez la chance que vous avez, hein, c'est-à-dire Et que un vous pouvez. continent, ouais. Non, mais c'est que vous pouvez aujourd'hui en France arriver à Rome par tous les chemins. Ça veut dire quelque part. Moi, je connais des avocats qui ont commencé par faire aucun rapport avec du droit. Je veux dire, je connais des avocats qui ont commencé par faire de l'immobilier. Parce que vous avez la possibilité en Master 2 de faire valoir des acquis aujourd'hui qui font que vous récupérez un Master 2 en droit et puis vous avez déjà la moitié des épreuves d'avocats qui sont validées. Il ne vous reste plus qu'à passer le grand oral d'avocat, plus une épreuve de droit civil et droit pénal, et basta. Donc, c'est pour vous dire la folie aujourd'hui, c'est qu'on peut commencer par 5 ans d'immobilier et faire 1 an ou 2 pour finir avocat, alors qu'on croit qu'il n'y a que Assas, Nanterre et Sorbonne. Bon, là, on est très parisien ce soir, hein, mais alors que toi, je crois que tu es, d'origine marseillaise, je crois, Vincent. Mais il y a effectivement, il y a Aix-en-Provence, il y a Marseille, enfin, il y a ce qu'il faut comme université pour faire du droit. Et en fait, aujourd'hui, en France, il y a tellement de possibilités qu'on va voir que lorsque l'on a identifié ce projet professionnel, on va gagner un temps fou sur Parcoursup. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on a le projet professionnel, on va se demander comment est-ce que je peux arriver à Rome? Comment je peux arriver à ce projet? Et c'est là que nous, on va essayer de vous aider. On organisera certainement un autre webinaire dans ce cadre-là. Mais là où on va vous aider, c'est justement à trouver tous les cheminements possibles, toutes les combinaisons que Vincent vous a montrées dans son papier, parce qu'on peut le faire de plein de façons différentes. On pourrait très bien imaginer que demain, vous souhaitiez peut-être, je ne sais pas, moi, je sais pas, moi, de la communication, travailler dans une grande agence de communication et vous vous dites, bah, pour faire ça, il faut que je fasse une école de communication. Bah non, bien sûr qu'on peut le faire. Et vous cocherez une école de communication sur Parcoursup. Mais surtout, n'oublierez pas de cocher un BTS communication qui peut vous permettre après de rejoindre une licence professionnelle, voire une licence générale, pour après rejoindre un master, voire une école de communication au niveau master 1, voire une école de commerce, parce que vous aurez peut-être beaucoup de plaisir à identifier une école qui a un master en communication parfaitement adapté au secteur du luxe qui vous intéresse quand vous aurez 21 ou 22 ans. Et ça, c'est une chance que l'on a aujourd'hui, c'est qu'on a plein de passerelles différentes qui peuvent aussi vous permettre de mûrir votre projet. Donc, généralement, ceux qui ont un projet très clair et ils sont sûrs, là, il faut foncer dans des formations directement capées pour ce projet, qu'on est moins sûr, mais qu'on a quand même défini ce projet qui, quelque part, va générer une espèce de, voyez-vous, de nuages d'entreprises, de nuages de type de postes. Derrière, on va pouvoir imaginer une trajectoire qui peut passer par plein de formations auxquelles on n'aurait pas pensé. Et c'est ça notre rôle, c'est de vous commencer à vous sensibiliser sur le fait que pour devenir demain un chef de produit marketing chez Danone ou chez Nestlé, eh bien, sachez qu'il y a, je crois, au démarrage, peut-être 5 ou 6 formations possibles au démarrage pour terminer dans une grande école, pour terminer dans une école spécifique en marketing et autres. Et c'est ça, en fait, la force de Parcoursup. Mais ça, c'est fort uniquement quand au départ, il y a un projet. Est-ce que sur la question de comment trouver son projet, donc toi, tu disais, Vincent, qu'il faut parler, j'imagine, avec des gens pour savoir
C'est quoi la com, c'est quoi le marketing, c'est quoi la finance, c'est quoi le secteur des hydrocarbures, du textile, c'est ça? Oui, oui, complètement. C'est ça qui est intéressant d'ailleurs pour affiner un peu son projet professionnel, c'est qu'en fait, c'est la théorie des cercles, c'est-à-dire qu'on commence par son cercle familial, puis amical, puis les réseaux éventuellement professionnels de la famille, des amis, etc. Et en fait, on a remarqué justement ce qui était intéressant dans toutes les revues d'orientation, c'est que les journées portes ouvertes, les journées d'immersion, les salons restent quand même très intéressant pour voir justement le ressenti des étudiants qui sont déjà en école et comment, en fait, on a observé que un projet professionnel qu'on a, par exemple, bah là, il faut le remettre alors j'avais noté, c'était le 14 mars pour Parcoursup, comment il peut évoluer considérablement, en fait, ne serait-ce qu'en 3 ans de bachelor, parce qu'on aura fait une année à l'étranger, 6 mois de stage, un peu d'alternance, etc. Donc, il est, comme tu disais au début, il n'est pas du tout figé dans le marbre. Et choisir un projet maintenant pour Parcoursup n'engage en rien sur 43 ans, 43 annuités maintenant pour cotiser pour avoir une retraite pleine, par exemple. Absolument. Donc en fait, maintenant, moi d'expérience, il y a plusieurs façons d'imaginer en fait son projet. Une approche qui marche bien avec les élèves d'Orlom, parce qu'on a la chance de préparer maintenant plus de 1500 étudiants hein, chaque année pour les concours des écoles de commerce, d'ingénieurs, Sciences Po, c'est l'approche par secteur. C'est une approche qui est formidable, parce qu'il y a forcément un ou deux secteurs où vous avez envie de travailler. Forcément. Et des fois, on se dit, mais ça peut être quoi? Mais ça peut être tout ce que vous voulez. Ça peut être le sport. On va dire le sport, c'est un peu galvaudé. Tous les garçons veulent faire du sport, les filles veulent faire des cosmétiques, mais c'est bon, allez, peu importe. On fait des gros clichés ce soir. Mais imaginez qu'un garçon veut travailler dans le sport. Le sport, c'est pas que les agents sportifs. C'est pas que les stades de foot, de rugby, de tennis. C'est pas que le Stade de France ou le Parc des Princes. C'est aussi tout ce qui va être fabricant de matériel sportif. Et là, vous avez une cohorte d'entreprises qui se bousculent. Enfin, vous les connaissez, ceux qui aiment le foot, il y a des fabricants de ballons de football, des fabricants de ballons de basket, des fabricants de raquettes de tennis. Vous allez avoir bien sûr le textile qui a un rôle prépondérant dans ce secteur aujourd'hui. Hein. Vous savez très bien que le marché des maillots de foot, c'est un marché qui pèse plusieurs milliards d'euros. Hein. Il va y avoir aussi le textile qui va être un textile de sport connecté aujourd'hui. Donc pour ceux qui aiment la technologie, le sport offre des perspectives qui sont formidables. Vous avez tous les objets connectés au sport aujourd'hui. Moi, je crois que tu es un grand sportif, Vincent, donc tu vois de quoi je parle. C'est-à-dire qu'on va avoir aujourd'hui les montres connectées, on va avoir les bracelets qui mesurent votre, votre, votre tension de façon instantanée. Il y a même des t-shirts aujourd'hui qui sont connectés pour savoir comment est-ce que votre corps réagit en termes de transpiration, en termes de battement de cœur. Vous avez le sport aussi dans sa forme de pharmaceutique. Donc les produits d'aide alimentaire, vous savez, euh, tous ces gros pots de protéines que l'on voit dans les salles de sport. C'est le sport alimentaire, ça va être les boissons énergétiques, les compléments alimentaires que l'on peut prendre aussi. Vous avez aussi le sport dans son côté touristique, dans son côté voyage. Il y a des voyages aujourd'hui qui sont exclusivement consacrés au sport. Vous avez des hôtels qui sont des hôtels sport. Et c'est pas tout. Vous avez le sport à la télévision. Donc, vous vous rendez compte des opportunités qu'il peut y avoir. Et quelque part, ça doit vous donner beaucoup de cœur à l'ouvrage parce que, allez, finalement, demain, c'est pas le sport, c'est la cosmétique. C'est pas grave, il n'y a aucun problème à cela parce que vous aurez déjà travaillé sur votre capacité à bien comprendre l'écosystème d'un secteur, les tenants. Et puis peut-être que le sport, vous n'y finirez pas là-dedans, mais au moins le sport aura peut-être été votre moyen identifier le domaine d'activité, le domaine de compétence dans lequel vous voulez travailler. Peut-être que grâce au sport, vous aurez dit, ah, moi, c'est le sport et la finance. Moi, c'est le sport et le marketing. Ah non, non, non. Moi, c'est le sport et les ressources humaines. Ah non, non, non. Moi, c'est le sport et la médecine. Ah non, non, non. Moi, c'est le sport et le droit qui m'intéresse. C'est les contrats des sportifs, c'est les contrats du Stade de France, c'est l'aspect juridique du Stade de France. Ah, eh ben, demain, c'est plus le sport, c'est pas grave, ce sera des cosmétiques, en finance, en digital, en RH, en intelligence artificielle.
Et là, quelque part, on sent bien que vous ne perdez rien à vous engager dans ce que vous aimez. Alors, si c'est pas le sport, ce sera la cosmétique. Si c'est pas la cosmétique, c'est l'automobile. Si c'est pas l'automobile, c'est les services bancaires, c'est l'immobilier. C'est de façon parfois très intelligente, hein. Certains étudiants nous disent même que ça peut être le textile pour handicapés, parce qu'ils ont dans leur famille un cousin, un frère qui a un handicap et qui a du mal à s'habiller, et qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a des vêtements qui sont parfaitement faits pour ces handicapés. Et peut-être qu'on a envie de travailler là-dedans, typiquement. Ça peut être aussi, je sais pas, moi, ça peut être on a tout vu en entretien, Vincent, hein. On a vu même une fille qui voulait ouvrir des centres de pole dance. Donc, tout est possible. Exactement. Tout est possible. Donc, j'espère que, voilà, je parle beaucoup, mais c'est pour vous dire que parfois, c'est beaucoup plus simple que ce que vous croyez. Parfois, c'est votre boisson préférée. Et vous vous dites, bah, tiens, demain, j'aimerais bien œuvrer pour travailler dans un groupe comme Coca-Cola, travailler dans un grand groupe où je vais pouvoir créer mes propres boissons, travailler sur une nouvelle typologie de boissons pour seniors. Et ça peut vraiment vous donner envie de creuser. Et quand on commence à creuser, on fait des recherches. On va sur Internet, on va dans des salons, on va se taper actualité liée aux vêtements connectés. Et là, on commence à creuser, on commence à creuser. Et toute cette recherche, elle est géniale. C'est plein d'exemples pour la SES, c'est plein d'exemples pour votre oral du bac. Enfin, il y a tellement de bénéfices à faire cela. Vincent, est-ce qu'on peut prendre le cas, par exemple, toi qui as écrit justement cet ouvrage sur le commerce et le management, qui généralement préoccupe beaucoup de nos auditeurs, souvent, qui est quand même, on va dire, un des grands pôles d'attraction aujourd'hui d'étudiants de terminale. C'est quoi les portes d'entrée pour le commerce et le management au sens large aujourd'hui? C'est quoi les formations premières qui existent après le bac? Alors, les formations premières après le bac, on peut commencer déjà par, au niveau de la durée d'études, on va dire, on a le BTS en 2 ans. BTS, c'est une formation qui est quand même assez généraliste, hein. On a quand même des matières comme l'anglais, la culture générale et expression. Et puis ensuite, on a de la spécialisation qui se matérialisera ensuite par soit de l'alternance, soit des stages si on est en formation initiale. On a des BUT qui sont maintenant en format 3 ans, qui sont aussi très intéressants. On a des bachelors, ça c'est les écoles de commerce qui le fournissent, et on a des programmes grandes écoles. Déjà, si on connaît tous les acronymes, tous les sigles, c'est déjà une grande victoire dans la connaissance, on va dire, de l'écosystème, du microcosme universitaire. Pour Donc, rajouter la licence, bien sûr, la licence la universitaire, licence universitaire, bien sûr. qui est un petit peu quand même en déshérence aujourd'hui hein, pour le commerce et management, mais bon, quand même. Ça reste quand Euh, même quelque chose d'intéressant. Les licences d'éco-gestion, les bilicences, elles ont quand même un peu le vent en poupe. Bien On sûr. va dire il y a des formats de licences qui ont été un peu renouvelés et qui sont très intéressants. Et tout ça, ce qui est La très prépa ECG aussi. La prépa ECG, non? la prépa ECG, bien sûr, qui là aussi se renouvelle un petit peu parce qu'elle est aussi un peu redoutée, un peu parfois un tout petit peu caricaturée parce qu'elle n'est pas si difficile que ça. Elle peut être accessible, elle peut convenir à des étudiants. En tous les cas, il y a une grande variété de formations disponibles et c'est là où c'est intéressant. Enfin, je trouve que déjà, ça permet de soulager un peu quelques angoisses parce que bah, on se dit, il y a un grand panel de choses qui est disponible. Je suis en bac technologique, en bac général, j'ai quand même pas mal de possibilités. Donc, je ne suis pas bloqué. Donc, c'est ça qui est intéressant avec cette logique des 10 vœux, 20 sous-vœux. Bah, je peux me permettre peut-être d'avoir une petite variété de choix qui correspondent à peu près aux études que j'ai envie de faire et au projet que j'ai derrière. Au projet, moi, j'aime bien mettre XS, au projet au pluriel, que je ne sois pas fermé. Euh, Ah et oui, donc, d'ailleurs, excusez-moi, mais juste qu'on soit bien clair, hein, quand je parle de choisir un projet, on peut très bien hésiter entre deux projets, hein, il n'y a aucun bien problème. sûr. Hein. C'est-à-dire qu'on pourrait mettre dans sa lettre de projet de formation motivée, on pourrait mettre je suis intéressé par le secteur du sport, mais aussi par le secteur du textile, qui offre des opportunités dans plein de domaines, tels que et tels que. Et on pourrait hésiter. Juste une seconde, Vincent. Maintenant, la question que je voulais te poser, c'est quelles sont les passerelles? Parce que tu parles de formations courtes. Les formations courtes, aujourd'hui, on est d'accord qu'elles peuvent devenir un trampoline pour faire autre chose derrière, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. On a remarqué, alors BUT, BTS, on a à peu près les 2 tiers, voire les 3 quarts qui partent vers justement un master. C'est-à-dire qu'ils partent systématiquement dans ce qu'on appelle une poursuite d'études via des admissions parallèles. Et ça, c'est un des
des grands musts, on va dire, c'est la possibilité qui existait. Enfin, je sais pas, Franck, je pense qu'on aura le même ressenti. Ça me semblait à notre époque, je vais pas nous vieillir, hein, mais ça me semblait peut-être un peu plus difficile et moins accessible, alors que maintenant, c'est un vrai jeu de mécano. C'est-à-dire qu'on peut vraiment additionner, on peut commencer un BTS, faire une licence à l'université ou licence pro, partir dans un programme grande école, faire ensuite un double diplôme avec une école d'ingénieur. Enfin, tout me paraît assez simple au final et bah, assez positif, quoi. Bah, en fait, c'est ça. Ce qui est génial, surtout, c'est que j'ai l'impression que il y a jamais aucune porte qui est fermée. Et d'ailleurs, tu vois, tu prends l'exemple du BTS. Donc forcément, je prêche pour ma paroisse en tant que directeur du premier BTS de France aujourd'hui. Parce que Orlov, c'est une prépa au concours qui a l'honneur d'être premier sur la partie César Access et sur les concours d'ingénieurs, mais aussi, pour peu de gens le savent, mais on est le premier BTS de France. On propose 30 filières de BTS et on a plus de 2300 étudiants en BTS à Orlon. Et ben, sachez que le BTS, c'est parfois un peu boudé par des bons terminales. Et pourtant, on a eu d'excellents parcours d'étudiants qui étaient en terminale générale, qui ont fait le choix du BTS comme un choix parfaitement volontaire et espéré et souhaité. Et ils l'ont fait en alternance. Et ça veut dire que dès le début de leur BTS, ils étaient 2 jours à l'école par semaine et 3 jours en entreprise, dans des belles boîtes souvent, parce qu'il y a comme de belles opportunités d'alternance dès le BTS. Et ils ont acquis une expérience que rares, très rares, sont ceux qui font une université, un BUT ou une prépa, bien sûr, peuvent avoir, parce que quand on est en prépa, on n'a pas d'expérience obligatoire, loin de là. Quand on est à la fac, c'est quasiment interdit de faire un stage. Quand on est en école post-bac, on a un stage, effectivement, mais là, vous comparez un stage de 2 ou 3 mois par rapport à une expérience qui est sur 2 ans sur le long cours. Et moi, j'ai en tête ces parcours d'étudiants qui, après leur BTS, ont postulé à la fac. Et là, on a des très belles surprises. On a parfois des licences 3 à Sorbonne qui sont décrochées. J'ai même eu une fille qui a eu une licence 3 à Dauphine, pour vous dire, qui a rejoint une licence 3 en éco à Dauphine avec un très bon BTS commerce international. Et derrière, une fois qu'on a repris le chemin de la fac, bah, ce qui est génial, c'est qu'on va avoir cette fois-ci la possibilité de postuler, comme je le disais, en admission parallèle aux grandes écoles de commerce et de management pour y faire un master 1 et un master 2. Et là, tout est possible. Et cette fille à laquelle je pense, qui a fait en l'occurrence BTS, Dauphine, elle est partie à l'EM Lyon et aujourd'hui elle bosse dans une start-up euh, de e-commerce absolument grandiose et elle y fait une carrière qui n'a rien à envier, absolument rien à envier à ce que peuvent faire des HEC ou d'autres parcours. Donc voyez-vous, j'ai pris le cas du BTS que souvent on oublie. Et si je me permets d'en parler, c'est parce que le BTS va vous offrir en alternance euh, 20 vœux supplémentaires. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Vous allez avoir des vœux supplémentaires juste sur l'alternance. Donc, c'est vrai qu'on parle toujours des 10 vœux et des 20 sous-vœux, Vincent, mais sache Mhm. que tu as encore. Attends, peut-être que je me trompe, Vincent, peut-être que c'est 10 vœux, c'est pas, mais tu peux faire des sous-vœux après. C'est 10 et 20 sous-vœux encore sur l'alternance, uniquement sur l'alternance. Et alors, naturellement, tout le monde ne veut pas faire l'alternance après la terminale. Mais voyez-vous, le BTS, ne l'oubliez pas dans vos choix. C'est quelque chose qui peut vraiment vous permettre d'avoir une porte de sortie qui est juste géniale, parce que derrière, après le BTS, les licences générales sont ouvertes, les licences professionnelles sont ouvertes, des concours des écoles de commerce, des écoles de communication, des écoles de journalisme sont ouvertes directement après le BTS. Il y a des concours à passer, mais en l'occurrence, Orlom, on y prépare typiquement, et d'autres écoles le font aussi. Et ça, c'est quelque chose qui doit vous rassurer dans l'idée d'avoir un panel très large de choix finalement. Oui, complètement. C'est-à-dire qu'on peut faire le choix d'un BTS communication et pour autant partir dans complètement autre chose. Par la suite, ce sera complémentaire et ce sera jamais du temps perdu parce qu'on va acquérir justement des fondamentaux en communication, mais il y aura de l'économie, il y aura de la culture générale, de l'anglais, etc. Donc ça reste, tu as parlé de porte de sortie. Moi, j'aurais presque envie de dire c'est une porte d'entrée qui peut être très intéressante, le BTS. C'est vraiment une porte d'entrée. Effectivement, on a tous en tête des schémas où il y a, après un BTS, il y a une licence. Et ensuite, moi, j'avais une étudiante qui était allée à l'EDEC, je me souviens, donc programme grande école de l'EDEC, ça reste quand même une très très belle école. Et elle était partie d'un BTS, donc c'était vraiment intéressant.
vraiment intéressant et très Nous, complémentaire. notre major de promo là en BTS à Orlom, elle est entrée à l'ESSEC et elle fait partie déjà des meilleurs étudiants de l'ESSEC. Donc, on a en fait de très belles surprises. Mais tout ça pour dire quoi finalement? Pour dire que parfois les gens ils s'angoissent avec ce Parcoursup et est-ce que j'aurai assez de vœux? Est-ce que je vais être pris? Est-ce que je dois présenter que des prépas HEC pour essayer d'avoir une prépa HEC? Évidemment que non, avec les sous-vœux, en faisant un mix assez malin de très bonne et moyen plus prépa, on finira toujours par avoir une prépa si on va avoir une prépa à un moment donné. Et donc, avec deux choix, un ou deux vœux de prépa et quatre ou cinq sous-vœux par vœu, déjà la prépa, ça y est, il n'y a pas besoin d'en faire plus. Vous n'allez pas faire et la prépa ECG comme ci, et la ECG comme ça, et puis ça va assez vite finalement. Mais parfois, on oublie des filières qui, elles, sont plutôt faciles, entre guillemets, à avoir. Hein. C'est pas pour amoindrir hein, la qualité du BTS, que franchement, on a de très belles surprises en BTS et de très beaux profils. Hein. Moi, je me mets au défi de trouver des profils équivalents à ceux qu'on a parfois à Orlom, hein, dans d'autres filières. On a des étudiants brillants en BTS et on oublie le BTS, par exemple, comme on oublie le BUT aussi parfois, comme on oublie la prépa, parce que la prépa, il y a des prépas de moyenne qui accueillent des élèves de niveau moyen. Et après la prépa, vous aurez toujours une école moyenne ou bonne qui vous prendra. Hein. Toujours. J'ai jamais vu un élève de prépa ne pas réussir à avoir une bonne école du top 15 à un moment donné. Hein. Bon, je dis pas Et qu'ils ont tous HEC. Oui, excuse-moi, toi, Vincent. Franck, par exemple, si tu es face à une sorte de dilemme, si tu étais ce dilemme entre qu'est-ce que je peux choisir entre une classe préparatoire aux grandes écoles, une licence universitaire, éco-gestion, quels seraient tes critères, toi? Comment tu choisirais? Ou même un BTS, parce que Vincent, je le répète, Bien sûr. aujourd'hui, je te promets, Vincent, et tu le sais mieux que moi, que tu peux arriver à Rome, Rome s'appelant l'ESSEC, s'appelant le SCP, s'appelant l'EDEC, tu peux y arriver aujourd'hui aussi bien par le truchement du BTS que par celui de la prépa aujourd'hui. Donc la question est de savoir, est-ce que j'ai envie de continuer à faire des maths, à faire de la géopo, à faire de l'anglais en mode académique, en mode universitaire, c'est ça la prépa, en mode rat de laboratoire aussi, mais avec ce que ça a de positif. Hein. Ça veut dire rat de bibliothèque, je dirais rat de laboratoire. C'est rat de bibliothèque, où on va être effectivement en bibliothèque, en mode vénère, quoi. Je veux dire, en mode, je fais des fiches et je travaille 70 heures par semaine. Et ça peut être un choix. Moi, c'est le choix que j'ai fait à l'époque, Vincent. Hein. Moi, j'ai fait une prépa HEC parce que j'avais envie de vivre ça. Je voulais vivre le 7 heures du matin, 22 heures, à apprendre mon anglais, à réviser mes maths, à faire des exos de maths, à faire de la culture générale, de la philosophie à un très haut niveau. C'était très intellectuel. Pour moi, c'était vraiment ce que je voulais faire. Mais il y en a d'autres qui ne tiennent pas sur une chaise, Vincent, aujourd'hui. Moi, la moitié de mes élèves de BTS, ils ne tiennent pas sur une chaise. Et 2 jours d'école, c'est le maximum qu'ils peuvent encaisser aujourd'hui. Et le reste du temps, ils veulent aller travailler en laboratoire s'ils font un BTS ABN. Ils veulent travailler en boutique s'ils font un BTS MCO. Ils veulent aller en start-up dans des boîtes de CRM et prendre le téléphone et travailler sur du digital s'ils font du MDRC. Ils veulent être agents immobiliers déjà s'ils sont en BTS PI. Donc, ce pas les mêmes profils. Et ceux qui sont en école de commerce post-bac, c'est un peu le mix des deux. C'est pour ça que ces écoles ont le vent en poupe aussi aujourd'hui, parce que quelque part, elles ont des matières assez théoriques et aussi quand même à la fin, les fameux stages, les fameux échanges, la vie associative, qui permet aussi d'avoir que par un équilibre. C'est pour ça que l'école de commerce a supplanté la prépa, parce qu'elle avait ce côté quelque part assez académique, des cours de compta, des cours de culture générale, des cours de gestion, des cours de marketing, des cours de ressources humaines, euh, techniques et théoriques. Et en même temps, il y a cette vie associative, qui est une vie quand même où on se lâche, où on s'amuse, où on expérimente beaucoup de choses, et les fameux stages et les échanges derrière. Donc, il y en a pour tous les goûts aujourd'hui. Donc, c'est ça qui est génial. Donc, quelque part, il faut se demander, mais qu'est-ce que j'ai d'expérimenter comme type de vie l'année prochaine. Et il n'y a pas de bonne réponse. Il n'y a que sa réponse à soi qui compte.
Clairement, clairement. Mais en fait, le débat, je pense, il va se porter aussi sur ce, comme je disais tout à l'heure, il y a cette idée de rétro-planning. Et en fait, c'est pour les jeunes adultes à qui on parle, là, c'est votre première décision de jeune adulte. Et essayez de vous projeter, effectivement. Alors, ça fait parfois un peu peur, mais je trouve que c'est intéressant. Qu'est-ce que je vais faire de 2024 à 2000, alors soit 26, si on opte pour un BTS, soit 27 si ensuite je pousse un peu plus vers la licence. Qu'est-ce que je vais faire des années à venir? Moi, je trouve ça intéressant. C'est un exercice qui est pas mal et qu'on peut compléter. C'est une sorte de texte à trous, voir qu'est-ce que je vais faire des prochaines années. Donc, ça mérite planification et ça a tendance, moi, je trouve, à rassurer pas mal d'étudiants de savoir vers où ils vont. Oui, surtout qu'encore une fois, moi, je pense que le grand écueil dans lequel, le grand piège dans lequel tombent les parents, les étudiants sur Parcoursup, finalement, c'est de ne pas avoir fixé le cap. Si vous avez Exactement. cap, et bon, et vous les connaissez, tous ces adages chinois que je ne connais pas. Je veux dire, si vous n'avez pas le cap, si vous n'avez pas l'arrivée, c'est mort. De toute façon, vous arriverez nulle part à un moment donné. Mais l'idée, et c'est vrai, pourquoi on va arriver nulle part? Parce que si vous n'avez pas vraiment quel est votre projet, vous n'avez pas identifié ensuite les façons d'y arriver. Et si vous avez plusieurs projets, vous avez vu la multitude de façons d'y arriver, parce que ce qu'on dit là aujourd'hui, c'est vrai pour le commerce, mais c'est vrai aussi pour l'ingénierie, c'est vrai pour la médecine. D'ailleurs, une anecdote, hein, juste que vous sachiez quand même, hein, une anecdote. Moi, j'ai ma fille qui est en seconde. Elle fait de la SVT et elle se bat pour faire de la bonne SVT parce qu'elle aimerait bien plus tard faire des études de santé. On cherche. Alors, normalement, en tant que directeur, je suis censé avoir accès à un panel de professeurs, de très bons professeurs, mais je suis tombé sur une professeure d'horloge. Figurez-vous qu'elle a fait HEC. Bon, je me dis, tout va bien pour l'instant. Mais elle postule pour autant, elle postule à cette annonce que j'ai mise. Je cherche une prof de SVT. Et j'ai une jeune fille qui m'écrit, Victoire, qui me dit, bah, moi j'ai fait HEC. Je dis, mais quel rapport avec la SVT? Bah, sachez que après HEC, elle a dit, moi, ça m'a saoulé, en fait, le commerce, pour le commerce. Je veux faire médecine. Eh ben, sachez que elle a même pas eu besoin de passer le concours. Avec HEC, elle a pu valider la première année de médecine. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a des choses incroyables en termes de parcours, en termes de possibilités. Donc, si vous n'avez pas de projet, vous multipliez de façon exponentielle. Hein, c'est le programme que sont nos terminales en ce moment en mathématiques. Donc, ça veut dire de façon explosive les possibilités. Et c'est là que vous allez commencer à apprendre un petit truc en communication, un petit truc en mathématiques, quelque chose en journalisme, oh, quelque chose en une école de commerce, pourquoi pas. Et là, ça devient n'importe quoi. Parce qu'au lieu de se concentrer sur votre projet et donc sur quelques formations bien choisies, quitte ensuite à les multiplier, ça veut dire que quelque part, c'est bien de faire un vœu à Nanterre. Tu as dit les double licences, c'est très bien, sciences éco. Tu prends Nanterre, tu prends Sorbonne, tu prends, je sais pas, moi, tu prends un SAS. Normalement, si tu as fait ces trois choix-là d'université, t'es pas pris, c'est que t'avais pas du tout le dossier qu'il fallait, t'avais pas le niveau qu'il fallait, du tout. Par contre, derrière, c'est pas grave. J'ai pas le niveau pour la fac. Grand bien leur face. Je laisse les places à ceux qui iront à la fac et qui vont galérer, parce que pour ça, la fac, faut avoir envie aujourd'hui. Si on n'est pas autonome, si on ne sait pas travailler seul, faut aimer la fac. Hein. Et pour le coup, j'ai quoi d'autre? Ah, j'ai le BTS. Ah, mais j'ai aussi la prépa. Et j'ai aussi le BUT. Et j'ai aussi les écoles de commerce. Mais on va rester toujours dans un même univers de compétences et de secteurs à venir. On a une question, Vincent. Je suis en première, je suis ici pour en apprendre plus afin d'arriver serein en terminale. Mon projet serait ingénieur, j'ai comme spécialité SES maths et physique, donc pour ingénieur, le mieux serait maths physique, je confirme. Même si tu as des concours, mon cher Lucas, où tu vas pouvoir quand même malgré tout postuler avec un SES physique. Mais bon, garde maths physique, effectivement. Cependant, j'ai quelques difficultés en physique et je sais qu'il est quand même possible d'y accéder grâce aux maths. Euh, donc la question qui nous est posée, c'est euh, est-ce qu'il faut vraiment faire de maths physique? Oui, franchement, oui, le cas maths physique, c'est quand même ce qu'il y a de mieux pour faire ingénieur. Maintenant, n'oublie pas une chose, c'est que si tu prends par exemple le concours Avenir, qui est un concours d'école d'ingénieur post-bac,
tu as une possibilité avec SES Maths de passer le concours, mais toi, à moi, tu te tires une balle dans le pied quand même à un moment donné, hein. Oui, il On faut prend bien des regarder. questions, Vincent? On prend des questions, Vincent, tu veux Oui, peut-être? oui, oui, pourquoi pas. Je voulais juste rebondir sur le concours à venir. Il y a plusieurs concours, en fait, il y a plusieurs modalités selon les spécialités. Alors, je sais que c'est une question qui est récurrente, c'est qu'est-ce que je dois choisir comme spécialité en vue d'intégrer quelles écoles? Oui, il faut bien regarder les modalités en fait des concours, tout simplement. Et je sais que selon si on a pris une spécialité scientifique ou deux, ou parfois même zéro spécialité, mais on a pris l'option maths complémentaire ou maths experts, effectivement, on peut s'en sortir. En fait, ils ont vraiment diversifié l'offre de recrutement dans les écoles. Donc, il faut bien Absolument. regarder ça. Et même pour les écoles de commerce, effectivement, pour les spécialités, c'est pas forcément nécessaire de prendre AGG, SP, SES. C'est quelque chose qui revient régulièrement. Les maths, je suis d'accord. Le reste, ça doit rester quand même un choix du cœur, selon moi, les spécialités qu'on peut choisir. Alors, je rebondissais sur ce que tu disais sur maths physique, hein, sur physique chimie. Oui, oui, et puis même, je vais te dire mieux que ça, Vincent, on veut faire aujourd'hui un ingénieur, même si tu as fait SES et même pas de maths et de physique, il y a des années aujourd'hui qu'on appelle des années préparatoires dans le cadre des universités, qui sont des années un petit peu sabbatiques, mais enfin sabbatiques, dans le sens où ça ne vous valide pas une année universitaire, et qui est une année de remise à niveau. C'est une année où on va vous faire travailler les maths, la physique. Franchement, on est dans un pays qui est formidable. Il faut juste dire merci, quoi, parce que c'est une chance hein, d'avoir une année gratuite financée par l'État qui vous permet justement de, malgré tout, rebondir sur de l'ingénierie, rebondir sur de la santé, quand même on viendrait d'un parcours purement littéraire ou purement économique. Alors, on nous demande, Margot, je veux passer de concours Access et Sésame. Bah, Margot, déjà, j'espère que tu es déjà inscrite à Orlum parce que Access et Sésame, avec Orlum, tu auras quasiment 98% de chances d'y arriver cette année et notamment dans les meilleures écoles. On a la chance d'avoir réussi à faire intégrer cette année, en 2023, euh, euh, plus de 350 étudiants à l'IESEG, plus de 150 à l'ESSEC. On a des résultats assez exceptionnels. Donc, bon, bah écoute, on t'attend à Orlum, Margot. Lucas, avec plaisir. Monsieur Vignol ou Madame Vignol, on y va. Est-ce que vous savez si le prestige du lycée est pris en compte dans les prépas? Si on vise de bonnes prépas comme Daniel Ouf, avec des notes moyennes, mais dans un très bon lycée, est-ce que c'est possible? Absolument, absolument. L'algorithme de Parcoursup prend en compte la note maximum, la note minimum, la note moyenne, le classement dans la classe aussi. Et surtout pour les prépas, c'est pas l'algorithme, hein, c'est vraiment chaque prépa qui regarde individuellement chaque dossier. Parce qu'il y a tellement de prépas et tellement de filières que les prépas ne reçoivent pas non plus des milliers de dossiers. Peut-être que Louis le Grand et encore, hein, ils reçoivent peut-être des milliers, mais c'est même pas dit. Et généralement, ils vérifient quand même l'écart type. L'écart type, c'est ce qu'on appelle l'écart à la moyenne. Ça veut dire que si on a 12, mais que les meilleurs, ils ont que 2 points de moyenne en plus et que les moins bons, ils ont 3 points de moyenne en moins, bah, le 12, on considère que c'est un bon 12, bien entendu. Pour Parcoursup, peut-on mettre des choix en médecine, école de commerce post-bac, double licence, ou est-ce trop opposé? Et ouais. Oui, j'avais lu cette question. Non, pas du tout. Enfin, si tu me permets de répondre, Franck, hein, le seul blocage qu'il peut y avoir sur les études de médecine, c'est un certain niveau scientifique qui est requis. Et c'est là où ça peut bloquer. C'est le seul problème. Sinon, vous pouvez avoir une très grande diversité, hein. Personne, l'algorithme en tout cas, ne va pas suspecter. Si vous mettez par exemple STAPS, c'est la fac de sport, une école spécialisée dans les arts plastiques et ensuite une école de commerce, non, vous avez toute liberté. Il n'y a pas de Oui, cohérence et particulière à avoir dans les choix. c'est ça. Et si on peut rassurer ceux qui nous écoutent, autant les centres d'intérêt qui vont être 4 paragraphes que vous rédigerez, et on aura beaucoup de plaisir à refaire un webinaire dans les semaines qui viennent sur ce sujet, parce que ça va vous préoccuper dans un mois ou deux, hein, pas tout de suite, hein, mais dans un mois ou deux, ça va vous préoccuper. Autant les centres d'intérêt sont communs à toutes les formations. Ça veut dire que ta fac de médecine, Anso, ou ton école de commerce aura accès aux mêmes 4 paragraphes. En revanche, dans le projet de formation motivée, qui est une lettre de motivation que l'on fait, on pourra l'adapter à chacune des filières et naturellement, aucune filière d'école de commerce ne saura que tu as postulé en médecine. Aucune fac de médecine ne saura que tu as postulé en école de commerce. Et chacune des lettres sera parfaitement exclusive
à chacune des formations auxquelles tu postuleras. Et Ouais, la c'est bonne nouvelle, Anso, cloisonné, oui, complètement. Ouais. c'est cloisonné, absolument. Et la bonne nouvelle, Anso, c'est qu'en fait, tu vas avoir, avec les écoles de commerce post-bac, finalement, que deux vœux qui vont être brûlés quelque part. Quand je dis brûlés, on a compris, hein, c'est consommé. Parce qu'avec le concours Access et le concours Sésame, qui sont les deux concours aujourd'hui majoritaires, ça va te prendre que deux vœux. Parce que les écoles que tu mets en dessous ne comptent pas C'est des sous-vœux, pour ouais. des vœux. C'est des sous-vœux, absolument. Et comme concours Sésame, on a 15 écoles, ben, en mettant le concours Sésame, ben, je peux mettre positionner 15 vœux, en fait. Ce qui sera 15 sous le Absolument. pourcentage des banques d'épreuves, des concours, ouais, effectivement. Absolument. Après, il y a justement, qu'est-ce qui est le mieux entre Margot. Ah, l'éco-gestion? vas-y, vas-y. Ah, moi, j'ai Mesquita. Qu'est-ce qui est le mieux entre licence éco-gestion, licence AES, BUT GACO ou BUT GEA? Est-ce que toi, tu veux répondre, Il n'y Franck? a pas de mieux. Il faut aller chercher. Parce que les Vincent, depuis le début, je pense que tu as donné un conseil qui est peut-être passé un peu inaperçu parce que tu n'as peut-être pas trop insisté dessus, mais moi, ça m'a paru très clair. Tu as dit un truc très, très juste. C'est qu'en fait, il faut se renseigner, il faut creuser, il faut y aller. On Il faut y aller s'engage très quand même concrètement, ouais. sur Exactement. 3, 4, 5 ans. Allez prendre les programmes, les gars, là, bougez-vous. Allez Alors, voir c'est les pas matières. parce que je rebondis là-dessus parce qu'en fait, il y a on en rencontre énormément à travers les salons et puis dans les classes, etc. En fait, les étudiants se basent uniquement sur le ressenti de certains étudiants, qui est intéressant, hein, ou le classement, alors qu'ils n'ont pas été voir les matières enseignées, les débouchés, aller voir les stages possibles, les partenariats d'entreprise. Ils ne sont pas allés voir en fait le concret, c'est-à-dire l'ADN des formations. On n'est que sur du ressenti, sur du classement, etc. Non, c'est hyper important et voir très concrètement, je vais avoir combien d'heures, je ne sais pas, en économie financière, très concrètement. Bien sûr. Et même mieux que ça, je fais de l'équitation, je fais du sport en salle, je fais de la musique. Je veux quand même malgré tout concilier ces talents que j'ai. C'est des vrais talents. Hein. C'est pas genre je vais au sport une fois tous les 3 mois. C'est je vais au sport vraiment 4 fois par semaine parce que j'aime ça. Est-ce que je vais avoir assez de temps? Enfin, des fois, ça peut être ça, la vraie raison. Parce que tu l'as compris hein, à un moment donné que derrière, on pourra toujours rebondir. C'est pas un problème. C'est pas un problème. Et non, par contre, Joey, il va falloir juste couper, s'il vous plaît. Et derrière, c'est un peu ça l'idée, c'est qu'on va avoir effectivement la possibilité de rebondir quoi qu'il arrive. Alors, j'ai spé physique, maths, enfin, spé physique, SVT, nous dit Margot. Est-ce que c'est grave? Non, c'est pas grave, c'est génial, Au Margot. contraire, au Au contraire. contraire, ils adorent avoir des profils scientifiques parce que derrière, il y a plein de métiers aujourd'hui en intelligence artificielle, en marketing, en data. Ils demandent tellement de compétences scientifiques dans le Ah oui, oui, commerce que c'est un vrai plus. C'est un vrai plus c'est un d'avoir vrai un profil plus. scientifique pour entrer dans ce type de concours, hein. Moi, j'ai une autre question, c'est que conseillez-vous entre Bibier de l'ESSEC et école en 5 ans IESSEC? Donc, la différence entre un bachelor et un PGE. Bah, j'ai envie de dire que le BBA de l'ESSEC, oui, ils sont, je sais plus combien, pratiquement 75% à enchaîner avec un master SP ou un PGE. Oui, même si la tendance commence à se perdre, Vincent. Tu as de plus en plus d'étudiants qui, avec leur diplôme en 4 ans de l'ESSEC, n'ont même plus besoin de poursuivre vraiment en bac+5. C'est vrai. Aujourd'hui, je crois qu'on est, aux dernières nouvelles, je crois qu'on est plutôt à moitié-moitié. Mais tu Ouais. as parfaitement raison. Tu as la possibilité de poursuivre. Alors, moi, pour cette question-là, bon, naturellement, moi, je suis pas du tout la bonne personne en vérité parce que j'ai fait l'ESSEC et que j'adore l'ESSEC et que j'ai envie de dire, mais foncez à l'ESSEC, bien évidemment. Mais l'ESSEC, c'est quand même, on va dire, la number one. Hein, elle est souvent quand même première hein, de toutes les écoles post-bac. Sur les 5 ans, c'est la première. Sur les 4 ans, c'est l'ESSEC qui est première. Franchement, j'ai envie de vous dire que les deux sont juste géniales. Faites comme vous dit Vincent, cherchez les matières, cherchez les profs, cherchez les parcours, les masters qui peuvent vous intéresser. Mais sachez qu'une 4 ans, c'est pas du tout un sujet aujourd'hui. Parce que pas de deux choses d'une. C'est où les 4 ans suffisent. Car au gré de vos stages, au gré de vos échanges, vous êtes employable et bankable tout de suite et votre carrière démarre en tronc. Ou alors, il vous manque 1 an en plus pour peaufiner votre parcours académique et là, toutes les portes vous seront ouvertes. Vous pourrez faire une 5e année à la fac, vous pourrez faire une 5e année à l'ESSEC, une 5e année à HEC, une 5e année à la Bocconi, une 5e année.
à l'école de parfumerie de Grasse, une cinquième année à l'IFM, l'Institut français de la mode, une cinquième année à la Mannheim en finance en Allemagne. Vous ferez ce que vous voulez. Donc franchement, c'est le choix du roi si vous avez les deux, quoi. Bah oui, clairement. Clairement. Moi, je vois d'autres questions qui sont intéressantes. Alors, il y a beaucoup de questions, effectivement. Des questions qui sont peut-être un peu plus larges. Dans votre organisme, donc à Orlom, pour les concours Access et Sésame, il vaut mieux une prépa hybride ou deux stages séparés. Donc, une prépa Access Sésame ou une prépa Access pure ou une prépa Sésame pure Je te cumulée. laisse répondre, Vincent, toi qui es prof d'une matière importante, la synthèse et la culture G. Tu dirais quoi dans ta matière à toi? Alors, on va dire que nécessairement, si vous prenez une prépa hybride, il y aura moins d'heures consacrées à chaque concours, c'est-à-dire que ce sera un format hybride. Donc, c'est très intéressant parce que ça me semble très complémentaire, la synthèse, l'analyse documentaire, etc. Alors, ça peut être aussi très intéressant de faire deux stages, effectivement, de faire un stage complet Sésame, on n'aura que des matières Sésame, et un stage Access où il y aura que des matières Access. C'est-à-dire qu'un stage hybride est intéressant si on continue à travailler fortement de son côté en autonomie avec des... Bon, sauf que là, nos chers auditeurs, les pauvres chéris, il leur reste que février pour maintenant pour faire un stage. Donc bon, moi je suis d'accord avec toi. Bon, alors, ce qu'on peut faire, si on a déjà fait un premier stage Sésame, on complète par Access. Si on a fait Access, on complète par Sésame. N'oubliez pas qu'après février, on aura les fameux stages dernière ligne droite qui font un carton chaque année à Orlom, hein. Ce sont des stages, d'ailleurs, où je vous conseille de vous inscrire très vite si ça vous intéresse, parce que les places sont chères, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est des stages dernière ligne droite qui ont lieu juste avant le concours. C'est 3 jours intensifs. D'ailleurs, tu enseigne dans ces stages-là, toi aussi, Vincent. Donc, c'est 3 jours intensifs avant le concours. Et là, ça peut être bien d'aller sur peut-être un stage Access en février et le stage Sésame juste avant le concours, ou l'inverse, selon votre préférence, plutôt Sésame, plutôt Access. Et le stage hybride, il est quand même très bien. C'est un stage qui est d'ailleurs notre best-seller à Orlom, hein. C'est un stage Bien qui sûr. marche très bien. Parce que, comme l'a dit Vincent, derrière, il faut juste se mobiliser et s'entraîner à la maison en plus du stage, c'est tout. Mais les méthodes, les concepts, les notions, les cours, vous les aurez vus forcément pour les deux concours durant le stage. Ce qui va simplement manquer un petit peu, c'est comment dire, la quantité d'entraînement que l'on fait. Bon, on pourrait être très concret, parce que je sais que c'est une question qui est récurrente. On a beaucoup au téléphone chaque semaine à Orlom. Pour faire simple, toi, Vincent, quand tu fais un stage full access, j'imagine que tu fais 3 synthèses, c'est ça, hein, à peu près. On fait trois synthèses Access, oui. Voilà, Parce quand qu'on tu a fais un beaucoup stage hybride, de- t'en fais une et demie, quoi. C'est ça l'idée, quoi. T'en Ouais, fais. parce qu'on a maintenant, comme on a beaucoup de matières, on a français, enjeux contemporains, l'actualité et l'analyse documentaire, on a quand même beaucoup de travail, on a du pain sur la planche, ouais. C'est ça. Donc voilà, en fait, ce qui va manquer après, c'est de compléter à la maison avec un entraînement en plus, quoi. C'est tout. Mais c'est pas ce qui va vous manquer. Alors, vous avez un intranet, vous avez des entraînements en plus. Il y a des livres que l'on a Hein. écrits avec Vincent, la Bible du concours Access, la Bible du concours Sésame, qui sont nos deux best-sellers, hein, qui se vendent chaque année à plusieurs milliers d'exemplaires. Donc vous avez quand même en plus ces livres qui vous sont offerts, hein, quand vous êtes étudiant en lab. D'autres questions, Alors, Vincent, je te laisse oui, voir. alors, je vois bonsoir. Excusez-moi, je prends des questions un tout petit peu au hasard, mais j'en prends des pertinentes. Ça ne veut pas dire que les autres ne le sont pas, hein. Quand on a 13 de moyenne générale, peut-on tenter le concours Sésame et aussi licence éco-gestion à Nanterre? Le choix pour vos 10 vœux, pour 10 vœux n'est pas facile. Alors, le principe du concours, c'est qu'on rebat les cartes, hein. Il y a une note de dossier. D'ailleurs, vous avez tous les coefficients qui sont disponibles. Pour chaque école, il y a une série de coefficients pour les différentes épreuves. Mais le principe du concours, c'est qu'on rebat les cartes même si on a un dossier qui est peut-être un peu plus faible, c'est pas le dossier qui est déterminant, c'est le concours qui est déterminant, à la fois la partie écrit et ensuite les entretiens. Absolument. On a Karine qui nous demande, je suis sur le site Parcoursup et ne vois pas vos BTS plus, vous êtes hors contrat. Alors oui, bien sûr que nous sommes hors contrat, nous sommes privés. Par contre, vous allez nous voir sur Parcoursup. Il suffit simplement de cocher sur la barre de recherche à gauche les formations en apprentissage, Karine. Donc voilà, c'est juste ça en fait. Il faut juste cocher les formations en apprentissage à gauche sur la barre de recherche. Euh, Parce que vous allez taper en fait simplement, d'abord taper Orlom, hein, ça va sortir. Sinon, vous tapez simplement BTS, je sais pas moi, optique, BTS, Par filière, ouais. MCO, commerce international, et vous cochez surtout à gauche les formations qui sont en apprentissage. Et sur Parcoursup, on s'appelle Orlom Prépa. Parce qu'en 2006, quand Orlom s'est créé, ça s'appelait Orlom Prépa. Donc c'est Orlom Prépa qu'il va falloir écrire ou cocher
si vous êtes Parce que, intéressé parce par que Parcoursup. peut-être qu'on oublie de dire, c'est que les BTS aussi sont formés dans le cadre d'une formule où BTS+, on a la possibilité de les former à l'après, où on peut les C'est former ça. On pour le s'appelle pôle. BTS Plus parce que nous, on propose non seulement de préparer nos élèves à l'examen national du BTS, mais aussi en parallèle au concours d'entrée des grandes écoles avec un accès illimité et gratuit, quand on est inscrit à Orlum, à tous les stages intensifs que l'on fait pour les préparations en admission parallèle à Bac+2, +3. Donc, c'est vraiment génial. Est-ce qu'il y J'imagine. a... Vas-y, dis-moi, Vincent. Non, moi je voyais une question intéressante là, c'était l'EDEC Lille-Ounis recrute pour ses BBA via Parcoursup puis au terme d'un oral. Le projet pro doit être clair bien sûr, mais est-ce que le seul critère de recrutement? Non. Alors j'en profite pour dire que nous aussi on peut vous aider sur la constitution des dossiers de candidature. On peut vous aider, on peut attribuer un coach justement pour vous aider à finaliser justement les dossiers de candidature. Et on peut vous aider aussi pour la préparation des entretiens de motivation qui sont un exercice assez nouveau pour les lycéens et même pour les admissions parallèles. Est-ce que Absolument. ça doit être Et d'ailleurs, à Orlum, les journées d'entretien de motivation, elles sont en illimité. C'est-à-dire qu'on est la seule prépa qui vous permet de revenir autant de fois que vous voulez Oui, pour vous oui. préparer aux entretiens. On est la seule prépa qui faisons ça et c'est gratuit quand vous revenez. Et d'ailleurs, pour répondre à une question, excuse-moi Vincent, mais une question où on me demande euh, pour est-ce qu'on vous aide pour les lettres de motivation sur Parcoursup. Alors, c'est pas qu'on vous aide, enfin, c'est pas qu'on vous les corrige, Elisabeth, et on le fait comme ça gratuitement. Par contre, parce que d'ailleurs, on a un produit Parcoursup sur Orlum qui coûte 200 euros, où on fait que ça avec vous. Mais en revanche, ce qui est sûr, c'est qu'on va vous donner déjà des outils durant la semaine de stage intensif parce qu'on a une conférence sur la partie entretien qui vous donne vraiment toutes les clés, toutes les astuces pour faire une lettre de motivation qui tient la route. Et ensuite, n'oubliez pas une chose, c'est que les entretiens de motivation auxquels on prépare Orlov et que Vincent dirige régulièrement les week-ends sont autant de moments qui vont vous donner évidemment votre lettre, parce que quand on prépare l'entretien Orlov, on prépare déjà ce qu'on appelle un 4P chez nous, et le 4P, c'est la lettre de motivation que vous allez écrire sur Parcoursup. Voilà. Ah oui, clairement, ouais. Faut être cohérent là pour le coup. Il faut dire la même chose. Enfin, ce qui est écrit sur le dossier Parcoursup doit être la même chose qui sera dit à l'oral. Vaut mieux-il, pardon, faire une école de commerce post-bac, même si on se sent capable de faire une classe prépa? Alors ça, c'est le système maintenant des écoles de commerce qu'on qualifie. Alors, on l'utilise plus pour les écoles d'ingénieurs, mais selon moi, je ne sais pas si tu es d'accord, Franck, mais je pense que ce sont des écoles de commerce avec prépa intégrée. On le dit beaucoup plus pour les écoles d'ingé, Absolument, mais je pense que absolument, le terme n'est pas justement pas trompeur pour les écoles de commerce. On peut dire prépa intégrée. absolument. Euh, Maintenant, encore une fois, on en revient à la même chose. En école, on va déjà avoir accès à des matières assez pratiques. En prépa, on va rester très théorique, très théorique. C'est vrai. Euh, Quand on habite à Paris, y a-t-il des prépas CPGE non sélectives ou faut-il forcément mettre des vœux dans d'autres villes? Oui, à Paris, il y a à boire et à manger. Vous avez des prépas de niveau excellentissime et très électives. Vous avez des prépas de niveau moyen, des prépas pas top, mais qui tiennent la route aussi. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut. Moi, je Dans vois. Parcoursup, pour les... Pardon, Vas-y, vas-y. pardon. Vas-y, à Accès sous toi. sésame à mettre en vœu principal et les choix d'école en sous-vœu. Alors ça, c'est vraiment, là, ça fait partie aussi du travail de recherche. C'est quelles sont les écoles qui vous intéressent. Parmi les 15 de sésame, il y a des écoles en 4 ans, il y a des écoles en 5 ans. Quelles sont parmi les 15 les plus intéressantes? Et là, c'est un vrai travail de recherche à faire ben, entre copains, en famille, etc. Avec ben, un stylo, un bloc-notes, et puis essayer de voir ben, les matières la formule, qu'est-ce que je vais faire pendant 4 ans concrètement? Où est-ce que je vais partir en Erasmus? Est-ce que l'école a des campus à l'étranger, etc. Donc, il faut mettre en sous-vœu les écoles qui vous intéressent le plus. Et pas laisser la loterie, parce que parfois on dit, bah, celle qui m'acceptera. Moi, j'aime pas trop ça. C'est quand même un choix qui vous engage sur 4 ans, 5 ans. Autant faire bah, des bonnes, on va dire, c'est un peu comme des visites d'appartement. C'est quand même essayer de voir quelle est l'école avec laquelle bah, vous avez le meilleur feeling, quoi. Et pas laisser le destin, il y a une part de destin évidemment, mais pas laisser le destin complètement choisir. Et si on peut mettre des écoles, qu'on ait au moins deux ou trois raisons, bah celle-là, elle me plaît bien parce que bah, il y a un campus à Valparaiso au Chili, ça m'intéresse vachement. Il y a la possibilité de faire, tu as dit tout à l'heure,
un master en équipementier de sport, sponsoring, etc. Et puis, pareil, je peux partir faire un stage, je sais pas où. C'est comme plus intéressant. Et c'est même motivant pour passer les concours parce qu'on a un vrai idéal, quoi. Absolument. On nous pose une question sur les CUPGE, donc les fameux cycles universitaires, hein, préparatoires aux Oui. grandes écoles. Évidemment que c'est génial, ça. Si ça vous plaît, il faut postuler à ça. Ce sont ce qu'on appelle des classes préparatoires qui sont intégrées aux universités. Généralement, c'est fait pour le faire en 3 ans. Hein, c'est en 2 ou 3 ans, mais en général, c'est au bout de 3 ans derrière qu'on intègre une école, en admission parallèle, justement. Alors, je vois une licence égale une université. Alors, ça marche pas comme ça. C'est-à-dire que il faut mettre une licence de droit et ensuite, je vais mettre université de Poitiers, université de Bordeaux, etc. C'est par discipline, en fait, qu'on classe les vœux. Donc, on dit, c'est pas une licence dans une université. C'est en fait une licence de droit, c'est un vœu. Et en dessous, on mettra Aix-Marseille, Bordeaux, Poitiers. Ça, c'est un sous-vœu. Un peu comme Absolument. un peu comme les écoles de Sésame, finalement. Non, non, Anne-Sophie, tu n'es pas du tout pénalisée quand tu postules de Bruxelles, ni de Madrid ou de Singapour. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Alors, comment savoir si une école représente un vœu ou un sous-vœu? Bah, c'est très simple. En fait, un vœu, c'est quand une école elle a un mono-concours. On peut prendre l'exemple de l'EDEC, par exemple, qui a son propre concours. Et donc là, ça constitue un vœu. Et un sous-vœu, c'est quand il y a une banque d'épreuves, c'est-à-dire que la même type de formation est proposée à travers un concours et à travers une déclinaison d'école. Bon, moi, je le vois comme ça. Ouais, Tristan, la philo, ouais, c'est important en prépa la philo, Tristan. En tout cas, pour la prépa ECG, c'est d'ailleurs une des dates les plus regardées. Donc, mets-toi au boulot, ou demande à ton prof de te mettre une appréciation qui tient la route pour pas que tu te fasses saquer. Mais bon courage, quoi. Les autres BBA, que valent-ils? Ben là, c'est pareil, hein, il n'y a pas de mauvaises écoles, il n'y a que des mauvais choix. Il y a plein de... Quelqu'un essaie de nous parler? Il y a plein de BBA qui sont très intéressants. On a pas mal d'étudiants, effectivement. Nous, le gros de nos troupes va au BBA de l'ESSEC, mais il y a d'autres BBA qui valent largement le détour, hein. Très bien. Bon, bah, je crois qu'on est bientôt arrivé à la fin. J'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire, de nous dire si ça vous a plu. Euh, voilà, je pense qu'on a besoin aussi d'avoir un peu votre ressenti. On espère en tout cas pouvoir vous renseigner. Nous, on fait avec beaucoup de plaisir avec Vincent de pouvoir voilà, pour vous éclairer. Il y aura d'autres webinaires qui seront organisés. Donc, surtout, soyez très connectés, lisez nos mails, ouvrez nos mails et on vous réserve des belles surprises. Voilà, parce que on va faire un webinaire notamment de façon très technique sur les fameux centres d'intérêt et les projets de formation motivés. Projet de Et formation motivé, ouais, en 1500 caractères, voilà. donc c'est un Et puis on exercice. essaiera aussi peut-être un petit webinaire sur peut-être les vœux, hein, parce que je sais que c'est un sujet toujours très technique, ces vœux. Alors, j'ai juste Par une contre, dernière question. Une vas-y, dernière vas-y. question, Franck, c'est est-ce qu'il y Ah a un oui, quelqu'un au BTS? téléphone, là, Zoom Meeting. Ah, il y a quelqu'un qui Il n'est nous pas parle. dans le bureau. Il faut couper les micros. Est-ce qu'il y a un BTS ERPC qui ouvre à Orlum en Oui, 2020? oui, oui, il ouvre en alternance. Voilà, c'était une des dernières questions que j'avais sélectionnées. Il y a pas mal de questions, donc l'échange était vraiment intéressant. Et puis, de toute façon, je pense qu'il y a les coordonnées d'Orlum. Si vous avez moindre question sur la Voilà, vous constitution. avez des questions, de toute façon, on a votre dispo, hein, vous nous écrivez à l'adresse info@orlum.com. Et bien entendu, on est joignable au 01 40 41 12 38. Bon, là, ce soir, on va peut-être fermer, hein, donc demain, avec plaisir. Et encore une fois, on vous souhaite vraiment beaucoup de courage. Nous, on sait ce que c'est, hein. On accompagne chaque année beaucoup d'élèves, donc on sait un petit peu cette panique. On espère vraiment vous avoir bien renseigné et on vous fait des bisous. Bonne soirée. À Au très revoir. bientôt. Au revoir. Mais là, je pense qu'il y a pas longtemps. J'ai joué.